Ouais, l'économie circulaire est un terme générique que l'on utilise aujourd'hui pour exprimer la nécessité de rentrer dans un modèle qui soit en équilibre par rapport aux limites de notre planète. Effectivement, notre planète a des ressources en forte abondance, mais limitées. On est parti pour des millions et des millions d'années comme un vaisseau sur la mer avec les ressources que nous avons. Quand nous étions quelques centaines de millions d'habitants à travailler et à consommer les matières premières de cette planète, il y en avait de façon abondante et dans l'impression qu'il n'y en avait pas de limite. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire de 10-11 milliards d'habitants, et de 6 à 7 milliards de personnes prochainement qui auront des niveaux de vie proches des niveaux occidentaux. Et s'ils adoptent notre modèle, il n'y aura pas assez de matières premières, de ressources pour y satisfaire. Donc on voit bien que c'est le modèle qui tend à rééquilibrer notre développement par rapport aux limites en termes de disponibilité de ressources sur la planète. Et en ce sens, ça nécessite de complètement repenser notre approche de développement. Alors évidemment, le recyclage, les déchets sont une partie de la réponse. Mais recycler le passé par rapport à des besoins en croissance ne suffit pas. Il faut, si nous gardons le même modèle, taper dans les stocks. Or, ces stocks sont en train de s'épuiser. Donc c'est bien une toute autre approche que nous devons mettre en œuvre, comme l'allongement de durée de vie des produits, mieux les concevoir, mieux partager aussi l'usage des produits pour créer plus d'intensité, plus d'efficience dans l'usage des ressources, créer plus de richesses à ressources équivalentes. Voilà l'objectif de la démarche de l'économie circulaire qui se traduit dans la loi française par l'article 74 de la loi de 2015 TECV, où la France doit en 2030 consommer autant de ressources qu'en 2010 à la tonne près, sauf qu'entre-temps nous aurons eu une croissance économique et surtout nous allons être 7 millions de plus d'habitants entre 2030 qu'en 2010. Donc on voit bien qu'il faut trouver un autre modèle, plus partageur de la ressource, plus en efficience d'usage. Merci pour la question. On est satisfait qu'il y ait évidemment un projet de loi porté par le gouvernement qui s'appelle Anti-gaspillage et économie circulaire, donc, qui pose la question de notre société qui est gaspilleuse, gaspilleuse de ressources, mais elle n'est pas dans le gaspillage seulement sur la génération de déchets. Elle est aussi dans un usage au quotidien des ressources déjà disponibles. Donc il est nécessaire de pousser beaucoup plus loin ce projet de loi, nous allons nous y investir, mais l'on ne peut pas se contenter de ce qui est mis en œuvre. On va soutenir les bonnes initiatives pour mieux gérer des déchets en fin de vie, mais nous souhaiterions aussi qu'il y ait des changements de critères et de modèles de développement, de modèles économiques pour emmener à d'autres dimensions. Je vais vous donner un exemple très rapide. Une voiture, c'est une tonne de matière. En réalité, c'est 7 tonnes de matière. Il a fallu 7 tonnes de matière pour fabriquer une tonne de voiture. 7 tonnes de matière, si cette voiture elle est extrêmement bien recyclable et recyclée au bout de 10 ans, mais qu'elle n'aura fait que 100 000 km avec une personne à bord, nous aurons une efficience faible de l'usage des ressources. Si cette même voiture est peut-être un peu moins recyclable, à 80%, mais qu'elle aura fait 1 million de kilomètres parce qu'elle aura été partagée avec toujours 4 personnes à bord, parce qu'elle aura servi de covoiturage, nous aurons eu 4 millions d'unités rendues en bien commun, alors que l'autre a 100 000 pour une personne, c'est 100 000 unités, 40 fois plus d'intensité d'usage, alors que nous avons le même tonnage de matière. Donc la question n'est pas que de recycler, la question elle est aussi de mieux partager et d'être intensif. Et si cette voiture, on arrive à allonger sa durée de vie, ben ça évite de repartir de matière vierge pour en fabriquer. Donc vous voyez qu'on est bien loin de la seule notion de recycler, on est sur différentes dimensions des modèles économiques à mettre en œuvre. Alors, il est clair que la France s'inscrit dans une dynamique européenne, l'Union européenne en l'occurrence, mais nous devons le faire, qu'on soit pour ou contre la dimension structurelle qu'est l'Union européenne. Nous sommes de facto sur le continent qui est le plus en fragilité sur l'accès des ressources, que ce soit bien perçu. Donc,
Donc quand c'est 25% du PIB mondial, 500 millions d'habitants ici dans l'Union européenne, mais c'est aussi des ressources peu disponibles, nous allons les chercher sur d'autres continents, on voit bien que nous devons déployer au niveau européen un autre modèle de développement. Et en ce sens, la démarche européenne est indispensable. Mais en l'occurrence, il faut bien percevoir que des pays comme la Finlande, les Pays-Bas, la France, notamment, ont des avances notables sur la réflexion de ce qu'est l'économie circulaire, quand d'autres en sont à juste mettre en place la gestion de leurs déchets ménagers, leurs déchets industriels qui n'existent pas ou peu. Donc toute la difficulté au niveau de l'Union européenne, c'est de permettre à ceux qui veulent aller plus vite, plus loin, plus fort, de s'y inscrire, et aux autres de commencer à poser certaines bases. Et ça, c'est un dialogue que l'Institut national de l'économie circulaire, qui est le référent français au niveau européen sur le sujet de l'économie circulaire, nous explicitons. Nous cherchons des territoires qui veulent aller plus loin, en Espagne, en Andorre, bientôt en Italie, pour les Pays-Bas évidemment, et qui nous partageons une vision commune, pour que l'Europe permette de trouver des nouveaux cadres d'accélération de l'économie circulaire pour mieux utiliser les ressources, quand d'autres pays, peut-être plus à l'est, eux n'en sauront qu'à la gestion des déchets. Mais nous ne pouvons pas attendre, parce que le fondement même sur lequel est posée l'Europe, c'est un continent aux ressources limitées et aux besoins de plus en plus forts. Donc si nous ne voulons pas être dans un risque de ne plus avoir accès à certaines ressources qui sont issues d'autres continents, nous devons commencer à bâtir un modèle qui est plus ancré sur notre propre continent. D'abord, indépendamment du fait qu'effectivement nous sommes dans une économie mondialisée, nous devons aussi repenser notre propre structure de développement pour être plus en résilience quand les tensions vont venir sur l'accès aux ressources. Parce qu'elles vont arriver du fait des besoins croissants au niveau planétaire de certains types de ressources. Donc la question n'est pas d'attendre que les autres continents avancent, la question est de trouver notre rythme, notre capacité à se transformer sans créer de rupture économique. Et là, pour cela, moi je préconise de s'appuyer sur l'approche 4 leviers plus 1. 4 leviers plus 1 à actionner de façon coordonnée et partagée. La fiscalité. Commencer à jouer sur des fiscalités qui augmentent d'un côté, par exemple la taxe carbone, qui est la traduction d'un gaspillage. Quand on gaspille, on génère beaucoup de carbone. Donc la taxe carbone est un bon indicateur. Et baisser de l'autre côté, par exemple, tout ce qui est main-d'œuvre, réemploi, réutilisation, réinjection de matières recyclées, pour emmener les entreprises à saisir plutôt d'autres modèles. Il y a mille autres réflexions de fiscalité, mais penser fiscalité en même temps, penser réglementation, c'est-à-dire autoriser ou interdire sur notre périmètre européen certains produits, certains modes de production et de consommation, et je pense notamment à tout ce qui est à durée d'usage trop courte, que ce soit des plastiques à usage unique ou que ce soit des objets qui tombent rapidement en panne. Donc créer, quand on allonge la durée de vie des produits, quand on interdit les produits à base de plastique non recyclables dans certains usages, on emmène les acteurs à se saisir d'autres opportunités, à changer leur propre offre. Le troisième, c'est flécher les soutiens à l'innovation et à la transformation, essentiellement des soutiens économiques pour justement faire émerger d'autres modèles, passer à l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage de l'usage. Il nous faut énormément de trésorerie. Une société qui ne vend plus ses produits, mais qui vend l'usage des produits, doit payer en investissement la centaine, les milliers de produits finis qu'il mettra en location d'usage auprès de ses clients. Il doit avoir la trésorerie à la hauteur. Donc ça, c'est un problème. Le quatrième, c'est le changement de comportement et de compétences. Commencer à emmener le peuple européen à sortir d'une société de consumérisme que nous avons connue à la fin des années 2000 et rentrer dans une autre forme de bien-être
par une société, par exemple, plus de partage, plus d'allongement de durée de vie des produits, de capacité à travailler à plusieurs, à vivre à plusieurs sur des mêmes objets, la machine à laver partagée par exemple. Et évidemment, entamer le dialogue, le plus un, c'est le levier de la diplomatie, c'est-à-dire que c'est aussi un enjeu de notre diplomatie mondiale. D'ailleurs, on le retrouve à Davos, au G7, souvent l'économie circulaire revient dans les objets de ces grands rendez-vous, dans les ordres du jour de ces grands rendez-vous. Et donc ça aussi, pour emmener les autres continents, les autres grands pays de notre planète, à commencer à rentrer dans des modèles qui respectent plus les ressources. Alors, dans le projet de loi, plus essentiellement, ça sera sur le secteur de la construction, où il y a envisagé la mise en place d'une éco-contribution qui permettrait ensuite de mettre en œuvre des systèmes pour récupérer les déchetteries, notamment pour récupérer les déchets de déconstruction en fin de vie. Il y a un débat, les professionnels ne sont pas tout à fait d'accord sur ce modèle, mais il y a aussi, et ça c'est moins visible, parce que c'est peut-être moins sexy d'un point de vue médiatique, c'est l'obligation qui va être faite dans toute déconstruction de définir au préalable ce qui va être déconstruit, que ce soit du gravat jusqu'à la fenêtre qui sera conservé intègre, pour derrière servir de base de données à la réutilisation du recyclage. Ainsi, nous devons aller de plus en plus vers une capacité à connaître les bâtiments au moment de leur construction, tout au long de leur vie, pour arriver au moment de leur déconstruction à connaître les composants de ce bâtiment et à pouvoir les réinjecter ailleurs. Une baie vitrée bien déconstruite qui pourrait être remise sur un autre chantier de construction, par exemple. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des fiscalités qui peut-être sont plus chargées sur les produits neufs et qui sont allégées sur la main-d'œuvre, sur le réemploi de composants du bâtiment. C'est des obligations, comme par exemple, maintenant, on devrait obliger à intégrer 30-50% de gravier, granulat, sable dans la construction, et même dans certains types de construction, ça devrait être du 100% pour obliger à ce que la filière se structure. C'est aussi, et j'y reviens sur mes leviers, le troisième levier, ça ne se fait pas d'un claquement des doigts. Donc, quel soutien nous pouvons mettre en œuvre pour que les acteurs économiques investissent? Quand on est dans le suramortissement sur l'investissement de certains matériels à 150%, c'est une aide, un soutien économique des pouvoirs publics. Quand on injecte de l'argent dans les filières, c'est un soutien à la transformation de ces filières. Et puis évidemment que le citoyen accepte que la fenêtre ou la baie vitrée ou tout autre composant de l'immeuble dit neuf soit en vérité une partie de ces composants, soit des composants de réemploi qui ont vécu dans un autre immeuble. Donc c'est des changements de comportement, des changements d'acceptabilité et évidemment des changements aussi de compétences, parce que professionnellement, déconstruire, reconstruire, ce n'est pas les mêmes métiers que construire avec des produits neufs. Donc vous voyez, les incidences sont notables, mais c'est une trajectoire dans laquelle nous devons nous inscrire, sinon nous serons en tension très forte, et notamment dans le bâtiment sur l'accès à certaines ressources. Et c'est des opportunités pour acquérir, bâtir un écosystème puissant qui servira au-delà de la France en Europe, et je dirais au-delà de l'Europe, dans d'autres continents qui auront besoin, eux aussi, d'évoluer sur leur propre modèle de construction, déconstruction, reconstruction. La théorie est facile devant une caméra, et la pratique nécessite un accompagnement des politiques. Ça, c'est un engagement sur lequel nous devons accélérer. Ça fait plusieurs mois que nous bataillons, notamment pour ce qu'on appelle le rétrofit électrique, c'est-à-dire qu'une voiture
thermique, moteur gazole ou essence, on peut imaginer prolonger son usage en remplaçant son moteur essence thermique par un moteur électrique et des batteries. Il y a déjà énormément d'offres technologiques sur le marché, que ce soit sur des voitures de particuliers ou que ce soit sur des véhicules professionnels. Quel est l'intérêt? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On continue à garder cette tonne de matière qui est la voiture. On évite de refabriquer du neuf. Quand on évite de refabriquer du neuf, on évite de gaspiller des ressources. Parce que fabriquer du neuf est extrêmement consommateur de matières premières et d'énergie. Donc en allongeant la durée de vie de produits, par exemple la voiture, et en faisant ce qu'on appelle un rétrofit, c'est-à-dire en améliorant, en upcyclant, en mettant à un niveau plus élevé la technologie qui est à bord de cette voiture, eh bien elle repart pour 5, 10, 15 ans. Avec un bon entretien, on peut avoir des voitures qui, au bout d'une dizaine d'années, le moteur thermique est HS. On remet un moteur électrique qui, lui, peut tenir 20 ans. Si l'entretien autour de la voiture est à niveau, eh bien, la voiture elle peut faire 30 ans de réponse et de service. On a la même chose sur beaucoup d'autres produits sur lesquels il est nécessaire de réfléchir, mais je veux venir sur un produit professionnel plus particulièrement, c'est la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, par rapport à la voiture, c'est encore plus contraignant, c'est-à-dire qu'elle est fixée, elle est imbriquée dans le bâtiment, tout le monde le comprend, entre fixée physiquement, mais aussi toutes les canalisations, la tuyauterie, pour pouvoir faire office de climatisation ou de chauffage. Là, remplacer une pompe à chaleur est un coût important et même parfois contraignant. On se retrouve avec des déchets qu'on essaie tant bien mal de gérer. Si nous allons vers des pompes à chaleur où la carcasse et la modularité permet à ces pompes à chaleur d'être améliorées au fur et à mesure du temps que les technologies avancent, tous les 5 ans, la capacité à changer le gaz pour être avec un gaz moins impactant, la capacité à peut-être changer le moteur, changer les échangeurs ou la carte de commande, mais que l'on garde dans le bâtiment et tout le temps de la vie du bâtiment une carcasse et une tuyauterie qui, elle, n'évolue pas, ça, c'est une approche notable. Mais pour aller plus loin, c'est même basculer d'un modèle de « je vends la pompe à chaleur » à un modèle « je vends ce qu'elle apporte », c'est-à-dire calories ou frigories. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des modèles extrêmement intéressants, c'est-à-dire que l'industriel a tout intérêt à bien réussir du premier coup la pompe à chaleur qu'il a installée, et de faire en sorte qu'elle puisse être mise à niveau le plus souvent possible pour performer le plus souvent possible et dégager donc pour l'industriel qui reste propriétaire de la marge de la pompe à chaleur, pour dégager des marges économiques supplémentaires tout en rendant le service qu'attend le client, que ce soit particulier ou entreprise, le service qui est je veux des frigories ou je veux des calories. Ce n'est pas une pompe à chaleur que je voulais. Ce que j'attends de la pompe à chaleur, ce n'est pas elle. Ce que j'attends, c'est ce qu'elle m'apporte. Et donc, vous voyez bien qu'on a des changements de modèle à mettre en œuvre et penser à l'allongement de durée de vie des produits, et notamment par le rétrofit, le remanufacturing, le upcycling, est un élément important. L'économie circulaire, elle re-questionne sur quelles sont les ressources que nous utilisons pour répondre à nos besoins. Les besoins sont à peu près les mêmes en tout lieu, au moins de la France et de l'Europe, avec des cultures à peu près équivalentes. Mais les ressources ne sont pas les mêmes. Et donc, mieux connaître les ressources de son territoire, mieux les partager, trouver des réponses sur les matières premières disponibles dans ces territoires est l'essence même de l'économie circulaire, le plus emblématique étant le côté insulaire. Des îles comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion ou la Corse doivent aller vers des modèles de développement qui ne sont pas dépendants du continent, mais qui apportent des réponses autant que possible issues des ressources
disponibles sur le territoire. Les ressources peuvent être intrinsèques ou elles peuvent être liées à une première importation sur laquelle on rebâtit une nouvelle économie sur ce qui est importé. Et donc ça c'est le point crucial sur lequel nous devons vraiment comprendre que nous ne pouvons pas être descendants sur l'économie circulaire. Et d'ailleurs je fais une petite aparté, la Chine qui a une dynamique d'économie circulaire qui a bientôt 20 ans, est dans un pays extrêmement dirigiste, planificateur, et se heurte à la mise en œuvre opérationnelle dans un pays à 1,4 milliard d'habitants, plus grand que l'Europe. Le dirigisme depuis Pékin ne fonctionne pas. Donc ils sont en train de basculer à trouver des dynamiques plus ancrées dans les territoires, des grands objectifs nationaux, mais des dynamiques qui s'adaptent par rapport aux réalités du territoire. Et l'une des réalités du territoire, au-delà des ressources minérales, de matières premières, l'une des réalités, c'est les hommes et les femmes de ce territoire, c'est-à-dire les cultures. Moi, je suis député de Provence, ce n'est pas la même résonance, on n'a pas les mêmes dialogues, on n'a pas le même sens de vivre ensemble que l'on soit alsacien ou breton. Donc, il faut aussi développer des partages avec ceux qui sont dans le territoire pour ensemble définir les besoins communs avec les ressources du territoire, comment nous y répondons. Donc l'économie circulaire est éminemment territoriale. Donc là, le projet de loi va apporter des réponses notamment sur le bâtiment. Il y a aussi des questions qui se posent sur la place de la consigne matière sur les bouteilles. Il y aura quelques éléments. Mais ce qui est à percevoir, c'est qu'on est sur une étape première et absolument pas sur un aboutissement. La démarche va être aussi de transformer nos modèles de comptabilité. C'est un des grands enjeux, c'est comment arriver à une comptabilité qui intègre plus la réalité de la création de valeur au pluriel, par la structure, que ce soit une entreprise, que ce soit une collectivité, que ce soit une association, en prenant à la fois la valeur financière, mais aussi les valeurs sociales et environnementales qu'arrive à générer, ou parfois à détruire, la structure. Et ça, c'est un des grands enjeux dans lesquels on s'inscrit. Donc, le cheminement est de rapprocher tout à la fois cette exigence d'économie circulaire et d'équilibre par rapport aux limites de la planète, et toutes ces démarches de RSE, d'économie, de comptabilité intégrée, d'intégration des externalités positives et négatives dans les comptabilités. Voilà, c'est l'une des grandes démarches dans lesquelles nous sommes. Mais pour cela, et nous le préconisons, je l'ai déjà dit au Premier ministre, l'économie circulaire n'est pas un sujet pour la transition écologique, malgré tout leur engagement. En termes d'image, ça restera comme étant défensif. C'est-à-dire, j'essaie de corriger les méfaits d'un système. Alors que nous pourrons tout à la fois avoir des bons résultats en termes d'impact environnemental et de santé, mais aussi de création de valeur, par une approche économie circulaire, comme j'ai expliqué, en changeant nos modèles. Et donc c'est pour ça que je préconise que l'économie circulaire soit rattachée au ministère des Finances, et certains autres pays l'ont déjà fait. Je pense notamment au Luxembourg. L'économie circulaire, c'est une prérogative du ministère de l'économie. Donc c'est bien un objet, un outil de développement des territoires, de développement du pays, qui répondra aux enjeux environnementaux notamment, mais qui créera de la richesse plus résiliente, plus ancrée dans les territoires. Nous devons aussi réussir à faire ceci en France, et c'est le grand enjeu demain, c'est que l'économie circulaire ne soit pas considérée comme un sujet environnemental, mais qu'il soit considéré comme un chemin de transformation de notre modèle économique pour répondre plus fortement aux enjeux face auxquels nous sommes, créer de la richesse pour nos concitoyens, créer plus d'intégration, générer plus d'intégration, plus de liens sociaux, et préserver, voire régénérer une partie de notre environnement. Et donc, c'est quand nous aurons placé au sein du ministère de l'économie circulaire que nous pourrons
aller dans cette direction. Merci.